Fermez les yeux un instant et imaginez un chantier de construction, n'importe lequel. Ce peut être le creusement des fondations d'un bâtiment, l'élargissement d'une route, une mine à ciel ouvert ou la démolition d'une vieille structure. Maintenant, pensez aux engins qui peuplent ce décor. Il est fort probable que l'image que votre cerveau a automatiquement construite soit dominée par une couleur spécifique. Pas le gris de l'asphalte, ni le marron de la terre remuée, ni l'orange des cônes de signalisation. Le jaune. Les machines sont jaunes. Elles sont toujours de son et j'ai toujours tigé jaune. Et cette certitude est si profonde, si ancrée dans notre manière de percevoir le monde, que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour se demander pourquoi. Ils l'acceptent simplement comme une loi de la nature, comme si la couleur jaune et les engins de chantier étaient inséparables depuis la nuit des temps. Mais ce n'est pas le cas. Il fut un temps où les machines étaient d'une autre couleur. Il y a eu une décision spécifique, prise une année précise, par des personnes bien identifiées, avec un nom et un prénom, qui a changé la manière dont toute une industrie se présente visuellement au monde. Et cette histoire est bien plus intéressante que ce que l'on pourrait attendre de la question en apparence si simple. Pourquoi les pelleteuses sont-elles jaunes ? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter aux premières années du XXe siècle, lorsque l'industrie des engins de construction et de terrassement était encore jeune et définissait ses propres règles. Les machines de cette époque étaient, dans leur grande majorité, de couleur grise. Un gris utilitaire sans prétention, hérité de la tradition industrielle qui associait les équipements de travail au ton métallique brut ou aux revêtements anti-corrosion de l'époque qui tendaient vers cette même gamme chromatique. Dans certains cas, on ajoutait des détails en rouge, une couleur qui avait alors des connotations militaires et de machinerie de précision, mais la couleur dominante sur n'importe quel chantier de l'époque était le gris. Un paysage visuel qui ne communiquait rien de plus que la pure fonctionnalité, qui ne permettait pas de différencier une machine d'une autre à distance et qui, dans des conditions de faible luminosité, de brouillard ou de poussière, et faisait que les engins se fondaient visuellement dans le décor avec des conséquences réelles sur la sécurité des travailleurs. À cette époque, Caterpillar était déjà une entreprise qui comptait dans le secteur. Née au début du siècle de la fusion de deux fabricants de tracteurs à chenilles, elle avait bâti sa réputation sur une ingénierie robuste et une fiabilité opérationnelle. Ses équipements fonctionnaient, c'était son argument principal, et pendant longtemps, cela a suffi. Mais à mesure que les projets de construction prenaient de l'ampleur et que la densité de machines sur les chantiers augmentait, le problème de visibilité des engins gris est devenu de plus en plus évident. Sur un chantier où plusieurs machines opéraient simultanément, avec des équipes travaillant au-delà des heures de lumière du jour, la couleur d'un équipement cessait d'être un simple détail esthétique pour devenir une variable de sécurité ayant un impact direct sur la probabilité d'accident. En 1931, Caterpillar a pris une décision qui, sur le moment, a pu sembler relever davantage du marketing que de l'ingénierie, mais qui, avec le temps, allait s'avérer avoir des implications bien au-delà de l'image de marque. L'entreprise a choisi une nuance spécifique de jaune, baptisée Highway Yellow, jaune autoroute, et a commencé à l'appliquer systématiquement à ses équipements. Le choix n'était pas arbitraire, le jaune, dans le spectre visible par l'œil humain, est l'une des couleurs que le système visuel traite le plus rapidement et à la plus grande distance, en particulier dans des conditions de faible contraste, comme le brouillard pinard, la fine poussière en suspension ou l'éclairage artificiel des chantiers nocturnes. Sa capacité à se détacher sur des fonds de terre, de boue, de roches et de béton est structurellement supérieure à celle du gris qui avait dominé jusqu'alors. Et son association instinctive avec l'avertissement et la précaution, déjà établie à l'époque par son utilisation dans la signalisation routière, ajoutait une couche de communication automatique que toute personne présente sur le chantier pouvait traiter sans formation spécifique. L'impact du changement a été immédiat et visible. On voyait les machines Caterpillar sur les chantiers. On les voyait de loin, on les voyait par faible luminosité et on les voyait au milieu du reste du matériel et de l'activité environnante. Les opérateurs des autres engins pouvaient les repérer. Les travailleurs à pied pouvaient anticiper leur position et leurs mouvements. Et l'effet secondaire que personne n'avait pleinement anticipé, c'est qu'on les reconnaissait aussi. Le jaune Highway Yellow est devenu la signature visuelle de Caterpillar d'une manière qu'aucune publicité n'aurait pu accomplir avec autant d'efficacité. Avant même que le concept d'identité de marque ne soit une discipline formalisée, Caterpillar avait créé quelque chose qui fonctionnait exactement de cette manière. Un élément visuel si cohérent et si constant qu'il est devenu synonyme de l'entreprise qui l'utilisait. Des décennies plus tard, en 1979, Caterpillar a décidé de perfectionner ce qu'elle avait construit. Le Highway Yellow original était une teinte vive,
de haute intensité, qui communiquaient directement l'urgence et la visibilité, mais avec le temps et la croissance de la gamme d'équipements de l'entreprise, il a commencé à être perçu comme trop criard pour le positionnement auquel Caterpillar aspirait. L'entreprise a alors développé le Caterpillar Yellow, une teinte légèrement plus chaude et plus nuancée que l'original, moins agressive visuellement mais tout aussi efficace en termes de détection à distance. Associée à des détails noirs qui ajoutaient du contraste et de la structure à l'ensemble visuel des équipements, et ce nouveau jaune transmettait quelque chose que le Highway Yellow original ne communiquait pas avec la même clarté, une sophistication industrielle. Le sentiment que derrière la couleur se cachait une entreprise qui non seulement fabriquait de grosses machines, mais qui pensait en détail chaque aspect de la manière dont ces machines se présentaient au monde. La consolidation définitive de cette identité visuelle a eu lieu en 1989. Lorsque le jaune et le noir de Caterpillar ont été formellement intégrés au logo de l'entreprise. Ce logo, avec ses proportions spécifiques et sa combinaison chromatique caractéristique, est devenu l'un des emblèmes les plus reconnaissables de toute l'industrie lourde mondiale. Et le Caterpillar Yellow a été déposé en tant que propriété intellectuelle de la marque. Ce qui signifie qu'aucune autre entreprise ne peut utiliser cette teinte exacte sur ses équipements sans commettre une infraction légale. C'est un cas pratiquement unique dans l'industrie manufacturière de la machinerie lourde. La couleur d'un équipement protégé comme une marque déposée, avec la même force juridique qu'un nom commercial ou un design de produit. Caterpillar n'a pas seulement inventé le jaune du BTP. L'entreprise s'est également assurée légalement que ce jaune spécifique resterait le sien pour toujours. L'effet d'entraînement que le succès de Caterpillar a produit sur le reste de l'industrie a été progressif mais inévitable. D'autres fabricants ont observé que le jaune fonctionnait, que les machines jaunes étaient plus visibles, que les acheteurs les associaient à la fiabilité et à l'autorité visuelle que Caterpillar avait construite, et qu'adopter cette couleur revenait en quelque sorte à emprunter une part de ce capital de perception. Komatsu, le principal concurrent japonais de Caterpillar à l'échelle mondiale, a adopté son propre jaune pour ses équipements, qui se distingue du Caterpillar Yellow par un ton plus clair et plus lumineux, suffisamment différent pour éviter les problèmes juridiques, mais suffisamment similaire pour bénéficier de l'association mentale que le marché avait déjà établie entre la couleur jaune et les engins lourds de qualité. Volvo Construction Equipment a également choisi le jaune pour une grande partie de sa gamme, avec une teinte propre qui fait partie de son identité visuelle d'entreprise. La liste est longue et dans la quasi-totalité des cas, la logique est la même. Le jaune n'était plus seulement un choix de Caterpillar, mais le code visuel de toute une industrie et tout fabricant désirant être perçu comme faisant partie de cet écosystème de machinerie sérieuse et performante avait de fortes incitations à l'adopter. Mais le jaune n'est pas la seule couleur qui existe dans le monde des engins lourds, et c'est là que les chiffres sont révélateurs. Si l'on analyse la répartition des couleurs dans la flotte mondiale de pelles hydrauliques, qui sont probablement le type d'équipement le plus représentatif du segment, environ 77% des engins en service dans le monde, se situent dans la gamme du jaune ou de teintes très proches. C'est un chiffre qui confirme l'hégémonie de la couleur, mais qui invite aussi à se demander ce que font les 23% restants. 12% des équipements au niveau mondial se situent dans la gamme de l'orange et du rouge. Un groupe de couleurs qui possède sa propre logique de visibilité et que certaines marques ont choisi précisément pour se différencier de la marée jaune. Hitachi en est l'exemple le plus emblématique. Ces engins d'un orange vif et intense sont immédiatement reconnaissables sur n'importe quel chantier du monde et la marque a bâti une partie de son identité sur cette différenciation chromatique délibérée. 6% des équipements utilisent des gris et des blancs. Un choix fréquent chez des marques comme Liebherr qui ont misé sur la transmission de la précision technologique et un lien avec l'ingénierie de haute volée plutôt que sur la robustesse utilitaire que communique le jaune. Et à peine 5% des engins dans le monde utilisent des verts, des bleus ou d'autres gammes chromatiques, généralement sur des marchés spécifiques ou pour des applications particulières où l'identité de l'opérateur ou l'environnement de travail ont des exigences spéciales. Ce que ces chiffres révèlent, c'est que l'industrie des engins lourds a développé un langage visuel sophistiqué où la couleur n'est pas seulement une question esthétique, mais un système de communication qui transmet des informations sur la marque, le positionnement, l'application et la philosophie de chaque fabricant, avant même que l'acheteur n'ait lu une seule spécification technique. Le choix de la couleur d'un équipement est une décision stratégique qui a des implications sur la manière dont cet équipement est censé perçu sur le marché, comment il est identifié sur un chantier et quel type de client il attire. Nous arrivons maintenant à l'un des aspects les moins connus de tout cet univers visuel qui ne concerne pas la couleur choisie, mais la manière dont cette couleur est appliquée sur le métal.
La plupart des gens supposent que les engins lourds sont peints avec de la peinture liquide conventionnelle, le même type de procédé utilisé pour peindre une voiture ou une façade. La réalité est considérablement plus intéressante. Une bonne partie des composants d'une pelleteuse, d'une chargeuse ou d'un bulldozer reçoivent leur finition par un procédé connu sous le nom de peinture en poudre électrostatique. Et la différence avec la peinture liquide n'est pas seulement technique, mais aussi physique, d'une manière qui est véritablement surprenante la première fois qu'on l'explique. La peinture en poudre électrostatique n'est pas un liquide, c'est exactement ce que son nom indique, de la poudre. Un mélange finement moulu de résines solides, de pigments et d'additifs qui, au repos, ne ressemble en rien à un matériau de revêtement. Appliquée à sec sur une surface métallique sans traitement préalable, la poudre n'adhérerait pas de manière uniforme et le résultat serait inutile. Ce qui rend le processus possible, c'est l'électricité. La poudre de peinture est chargée électriquement en passant à travers le pistolet d'application, acquérant une charge électrostatique qui transforme ces particules en aimants attirés par la surface métallique du composant à recouvrir. Cette surface, reliée à la Terre, a une polarité opposée à celle des particules chargées. Et ce qui signifie que la poudre se précipite littéralement sur elle et y adhère de manière uniforme avant même que la moindre chaleur ne soit appliquée. Le résultat, à ce stade, est une pièce métallique recouverte d'une couche de poudre colorée qui semble fragile, mais qui possède déjà la répartition parfaitement uniforme requise pour la finition finale. La deuxième étape du processus est la cuisson. Les pièces revêtues entrent dans un four industriel où elles sont exposées à des températures d'environ 200 degrés Celsius pendant le temps nécessaire pour que les résines de la poudre fondent, s'écoulent et se solidifient, formant un film continu, sans joints, sans bulles et sans les coulures qui sont le problème le plus courant de la peinture liquide appliquée sur des surfaces verticales ou de géométrie complexe. Le résultat est un revêtement qui, en termes de dureté de surface, de résistance à l'abrasion, d'adhérence au substrat métallique et de résistance à la corrosion, surpasse de loin toute peinture liquide conventionnelle aux performances similaires. Pour des engins opérant dans des environnements où le contact avec des pierres, de la terre, de l'eau, de l'huile et des matériaux abrasifs est constant, et où le maintien de la protection anti-corrosion n'est pas seulement une question esthétique mais structurelle, et ses propriétés ont une valeur pratique directe qui justifie pleinement la plus grande complexité du processus d'application. Le moment où un engin de construction a besoin de renouveler son revêtement après des années de service implique un processus préalable d'élimination de la peinture existante qui est tout aussi technique que son application initiale. La première option disponible, l'utilisation est l'utilisation de décapants chimiques formulés avec des solvants actifs qui pénètrent le revêtement et rompant les liaisons entre le film de peinture et le substrat métallique et permettent son retrait mécanique avec des outils simples après un temps de contact déterminé. C'est une méthode efficace pour des zones localisées ou des pièces de géométrie complexes où d'autres méthodes sont difficiles à appliquer, bien qu'elle exige des précautions de sécurité spécifiques en raison de la nature des composés chimiques impliqués. La deuxième option, plus répandue dans les applications industrielles à grande échelle, est le décapage par projection d'abrasifs communément appelé sablage, bien que dans la pratique moderne, on utilise fréquemment de la grenaille métallique ou des abrasifs spécifiques plutôt que du sable conventionnel. Le principe est simple, de l'air comprimé à haute pression accélère les particules abrasives à des vitesses suffisantes pour que leur impact sur la surface recouverte érode et élimine la peinture existante. Ce qui fait de cette méthode la favorite pour la rénovation des revêtements sur les engins lourds n'est pas seulement son efficacité à enlever la peinture, mais aussi son effet simultané sur le substrat métallique. L'impact des particules abrasives élimine également la corrosion de surface qui s'accumule inévitablement sous la peinture au fil des ans et crée un profil de rugosité à la surface du métal qui améliore considérablement l'adhérence de la nouvelle couche de revêtement. En une seule opération, on obtient l'élimination du revêtement détérioré, le nettoyage du substrat et la préparation de la surface pour la nouvelle finition. C'est la raison pour laquelle, dans tout atelier sérieux d'entretien d'engins lourds, le décapage par projection d'abrasifs est le point de départ standard de tout processus de remise en peinture. Et c'est ici qu'il convient d'ajouter quelques informations sur ce monde de la couleur dans les engins lourds que très peu de gens connaissent et qui jettent une lumière supplémentaire sur la profondeur d'un sujet qui, à première vue, semble anodin. La première information qui mérite d'être mentionnée concerne la perception humaine de la couleur en conditions de fatigue visuelle. Des études menées dans des environnements de construction pour évaluer l'efficacité de différentes couleurs dans la prévention des accidents ont documenté un phénomène connu sous le nom de fatigue chromatique.
Après plusieurs heures d'exposition à une même couleur dominante dans le champ visuel, le système visuel humain réduit sa sensibilité à cette couleur et commence à la traiter avec moins d'urgence. Le jaune, contrairement à la plupart des couleurs, il maintient un niveau d'activation du système visuel relativement plus stable sur de longues journées, ce qui signifie que son efficacité en tant que signal d'avertissement ne diminue pas aussi rapidement que celle d'autres couleurs au cours d'une journée de travail de 8 ou 10 heures. Cette caractéristique, qui n'était pas la raison initiale pour laquelle Caterpillar a choisi le jaune en 1931, car la recherche sur la perception des couleurs en milieu de travail était alors balbutiante, a été confirmée des décennies plus tard par des études d'ergonomie visuelle et est devenue l'un des arguments scientifiques les plus solides soutenant le choix que l'industrie a fait de manière quasi intuitive il y a près d'un siècle. La deuxième anecdote appartient au monde de l'histoire militaire et est liée à l'origine des couleurs utilisées par les engins de construction avant le jaune. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, une partie importante des engins lourds civils a été militarisée, réquisitionnée par les armées ou fabriquée directement pour un usage militaire. Ces équipements ont été repeints dans les couleurs de camouflage standard de l'armée. Des verts, des bruns et des gris ternes conçus précisément pour réduire la visibilité des véhicules sur le champ de bataille. À la fin de la guerre, lorsque ces engins sont revenus à un usage civil, beaucoup sont arrivés sur les chantiers avec leurs couleurs militaires intactes, créant pendant des années un mélange visuel d'équipements gris, verts et bruns sur les chantiers de la reconstruction d'après-guerre. Le contraste entre cette hétérogénéité chromatique et la cohérence visuelle qu'offrait le jaune de Caterpillar a été l'un des facteurs qui ont accéléré l'adoption de la couleur par d'autres fabricants dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Le jaune n'était pas seulement plus visible que le gris. Il était plus visible que tout ce qui se trouvait sur les chantiers à ce moment-là. Le troisième fait concerne une application de la couleur jaune sur des engins lourds, qui se produit dans des conditions que la plupart des gens n'associeraient jamais à une pelleteuse. Les équipements de construction qui opèrent dans des environnements miniers souterrains et dans des tunnels ou sur des chantiers où l'éclairage artificiel est la seule source de lumière disponible sont soumis à des conditions de visibilité complètement différentes de celles d'un chantier à ciel ouvert. Dans ces environnements, le jaune conventionnel perd une partie de son avantage car l'éclairage artificiel altère la perception des couleurs d'une manière qui rend certaines nuances de jaune difficiles à distinguer des surfaces de béton éclairé. Pour ces applications spécifiques, et certains fabricants ont développé des versions de leurs revêtements qui incorporent des pigments fluorescents capables d'absorber le rayonnement ultraviolet présent même dans certaines sources de lumière artificielle et de le réémettre sous forme de lumière visible, faisant littéralement briller l'équipement avec plus d'intensité que son environnement. Le résultat est une version amplifiée du même principe que Caterpillar a appliqué en 1930 et maximiser la visibilité de l'équipement dans les conditions spécifiques où cet équipement va opérer. Le quatrième fait de Stegas est peut-être le plus surprenant de tous et concerne le coût réel de la peinture dans la chaîne de fabrication des engins lourds. Intuitivement, on pourrait penser que sur un équipement dont le prix de vente peut dépasser le million de dollars, le revêtement est un composant au coût marginal, presque négligeable dans l'ensemble. La réalité est que le processus complet de revêtement d'une grande pelleteuse, y compris la préparation des surfaces, l'application d'apprêt anti-corrosion, l'application de la couleur finale par peinture électrostatique et la cuisson au four, peut représenter entre 2 et 4% du coût total de fabrication de l'équipement. Sur une pelleteuse dont le coût de production est de 500 000 $, cela représente entre 10 et 20 000 $ consacrés exclusivement au processus de peinture. C'est un chiffre qui illustre à quel point le revêtement n'est pas un détail décoratif, mais un composant technique sérieux, avec sa propre ingénierie, ses propres normes de qualité et son propre impact sur la durabilité et la valeur résiduelle de l'équipement. Un revêtement mal appliqué qui commence à se dégrader prématurément n'a pas seulement un impact esthétique. Il accélère la corrosion du substrat métallique, réduit la durée de vie des composants structurels et diminue la valeur de revente de l'équipement sur le marché de l'occasion. Un marché aux dimensions énormes où l'état du revêtement est l'un des premiers indicateurs que les acheteurs utilisent pour évaluer l'historique d'entretien d'un équipement. En regardant en arrière depuis notre position actuelle, il est difficile de ne pas être impressionné par la trajectoire qu'a suivi une décision prise il y a près d'un siècle dans les ateliers de Caterpillar. Ce qui, en 1931, a probablement été perçu par beaucoup comme un changement d'image relativement mineur, une mise à jour de l'apparence des équipements motivée par des considérations pratiques de visibilité.
est devenue avec le temps l'une des décisions d'identité visuelle les plus influentes de toute l'histoire de l'industrie manufacturière. Il n'existe aucun autre secteur où une couleur spécifique soit si absolument identifiée à une catégorie de produits. Le jaune du BTP n'est pas une convention arbitraire qui se perpétue par inertie. C'est le résultat de décennies de confirmation que le choix initial était le bon. Que la science de la perception visuelle soutient ce que l'intuition d'une équipe de conception a identifié de manière empirique, et que la communication visuelle que cette couleur établit entre l'équipement et l'environnement où il opère reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était lorsque les chantiers n'avaient ni éclairage artificiel ni système de signalisation électronique. La prochaine fois que vous passerez à côté d'un chantier et que vous verrez les machines jaunes travailler, et vous saurez que derrière cette couleur se cache une histoire de visibilité, de sécurité, de stratégie de marque, de science de la perception et de technologie de revêtement qui s'est développée sur près d'un siècle. Il y a une entreprise qui a pris une décision visionnaire alors que personne d'autre n'y pensait, une industrie qui a suivi son exemple avec ses propres nuances, et une couleur qui est passée du choix d'une seule entreprise à devenir le langage visuel universel de tout un secteur qui déplace littéralement la terre sous nos pieds. Voilà ce qu'il en est de la couleur jaune. Ça paraît simple, jusqu'à ce qu'on se demande pourquoi.